Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être de retour sur notre chaîne Qualité et Formation Professionnelle pour ce troisième épisode de notre série Vers une nouvelle société de compétences, aujourd'hui avec Pascal Nicole. Bonjour à toutes et à tous. Merci de ton invitation, Michel. Voilà, Pascal, qui est donc président de gestion locale et de Débat Lab. Et nous allons parler aujourd'hui du droit individuel à la formation des élus. Le droit individuel à la formation des élus, Pascal va nous en dire beaucoup sur ce sujet. J'ai tenu à ce qu'on insère ce sujet-là dans ma série, enfin dans notre série Vers une nouvelle société de compétences. Vous savez que si j'appelle cette série Vers une nouvelle société de compétences, c'est que c'est le titre 1 Vers une nouvelle société de compétences de la loi du 5 septembre 2018. Bien. Et c'est pour ça que les organismes de formation, les centres de bilan de compétences, les centres d'accompagnement à la VAE et les centres de formation pour apprentis, nous sommes des opérateurs concourant au développement des compétences. Voilà. Et donc, jusqu'à présent, la formation des élus, on va faire un petit peu l'historique de ça. C'était des organismes qui devaient être agréés par le ministère de l'Intérieur. Et puis, depuis la loi du 5 septembre 2018, ils doivent aussi avoir un numéro de déclaration d'activité, comme tout organisme de formation professionnelle. Et bien évidemment, puisque le droit individuel à la formation des élus est financé par la Caisse des dépôts et consignations, c'est de l'argent public, donc ils doivent aussi avoir la certification Calliope. Voilà le sujet de cet après-midi. Pascal? Oui, bonjour. Écoutez, je suis Pascal Nicole, j'anime, je dirige le cabinet gestion locale depuis maintenant 12 ans. J'ai repris ce cabinet dans lequel j'étais moi-même formateur il y a 12 ans, mais ce cabinet existe depuis 1989. Il avait été créé par Jean-Pierre Muret, qui lui-même avait été élu local, qui a formé des milliers d'élus entre les années 70 et 2010. Jean-Pierre est malheureusement décédé depuis 3 ans, mais on essaie de faire fructifier son héritage avec un réseau de formateurs, d'une quarantaine de formateurs aujourd'hui, qui rayonnent un peu sur tous les domaines de compétences des élus locaux. Les élus locaux, il y en a 550 000 à peu près en France. C'est quand même un micro-marché, certes à l'échelle de la formation professionnelle, mais à côté des droits des salariés, il est important que nos élus locaux, qu'on considère toujours comme des élus de proximité sur lesquels on peut compter, il faut absolument que ces élus locaux soient bien formés, surtout parce qu'on a tendance, on a entendu encore dans l'actualité il n'y a pas très longtemps, à imaginer que les élus ont de moins en moins de pouvoir, que c'est les cabinets conseils qui prennent un petit peu la main aujourd'hui dans la gouvernance des collectivités. En réalité, bien sûr, c'est globalement assez faux, notamment dans les communes petites et moyennes, où on n'a tout simplement pas les moyens de se faire conseiller, et donc ça ne peut reposer que sur le savoir-faire des élus locaux. Il y a un autre aspect sur lequel nous, on insiste beaucoup, gestion locale, parce que c'était presque notre ADN de départ, c'est de faire en sorte, dans un esprit, j'allais dire, qui accompagne la décentralisation, de donner aux élus toute la capacité, justement, à mener leurs projets sans forcément se confier, j'allais dire, sans forcément donner toutes leurs compétences à d'autres. Donc, c'est bien d'avoir des services administratifs ou techniques à ses côtés, mais ils ne peuvent pas décider à votre place. C'est bien d'avoir des partenaires dans une intercommunalité, un département, une région, mais c'est encore plus important pour l'élu de prendre son destin en main et de mener son projet jusqu'au bout. C'est un peu à ça qu'on sert aujourd'hui. Oui, et c'est ce que je disais dans la promotion de ce webinaire de cet après-midi. Il me semble que pour exercer des mandats, il faut avoir certaines compétences que l'on n'a pas nécessairement au départ. Quand on est élu local, qu'on me confie les finances de la municipalité de 3000 habitants, même si ce n'est pas beaucoup, il faut quand même que j'acquière quelques compétences en comptabilité publique, des notions, voilà, et je pense que les élus ont vraiment besoin d'avoir des compétences
technique aussi, en dehors du côté politique, dans le sens politicien du terme. Et je pense que la formation des élus est une chose très importante. Est-ce que tu peux revenir sur l'historique justement de cette formation des élus? Parce qu'en fait, on se connaît bien avec Pascal, j'ai déjà travaillé dans le passé avec lui au sein de gestion locale. Et à une époque où justement il fallait avoir juste l'agrément du ministère de l'Intérieur pour être organisme de formation formant des élus, mais il n'était pas nécessaire d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Et puis surtout, c'est cette période où les élus, pour obtenir un financement de la formation qu'ils allaient faire avec gestion locale ou n'importe quel autre prestataire de formation des élus, il fallait qu'ils demandent à leur maire, à leur président de conseil départemental, de conseil général, etc. Et c'est en 2014 que ceci a basculé à la Caisse des dépôts et consignations et que c'est devenu le droit individuel à la formation géré par la Caisse des dépôts avant le CPF. Et c'est pour ça que quand la Caisse des dépôts est apparue dans la prise en charge du financement du CPF monétisé, j'ai dit, mais ils ont déjà commencé avec le droit individuel à la formation des élus, qui était déjà un petit peu une anticipation du CPF. Tu peux nous parler un peu de cette période? Oui, il y a eu effectivement deux périodes. Une première période, effectivement, où dans le statut de l'élu, on a intégré un droit individuel à la formation. Il faut dire que donc précédemment, ce droit était reposé en fait sur le bon vouloir de la collectivité. Le droit à la formation était financé par les collectivités directement. Et bien sûr, il fallait effectivement demander un peu la validation du maire, du président du département, de la région pour faire une formation. Ce n'était pas évident, en particulier pour les élus d'opposition. Et puis ensuite, il y a eu donc cette loi qui est la loi Sueur-Gourault, qui a été menée essentiellement au Sénat par deux sénateurs, donc Jean-Pierre Sueur, qui a été maire d'Orléans par le passé, et Madame Gourault, qui encore récemment était ministre en charge des collectivités locales. Cette réforme, elle a été un vrai ballon d'oxygène, notamment pour les élus d'opposition et pour tous les élus globalement. C'est-à-dire que chaque élu individuellement, chacun des 550 000 élus, bénéficiait d'un droit individuel à la formation. Et dans un volume relativement conséquent, puisque c'était un droit qui n'était pas monétisé à l'époque, c'était un droit en heures de formation. Et donc, chaque élu avait 20 heures de formation, et qui plus est, ces 20 heures étaient cumulables sur la totalité du mandat. C'est-à-dire que sur les 5 ans utiles du mandat précédent, qui s'est achevé en 2020, comme la réforme est passée en cours de ce mandat, 2014, donc n'a pas compté, de 2015 à 2020, des élus ont pu cumuler comme ça jusqu'à 100 heures. Et donc, on a bénéficié un peu de cet effet d'aubaine en 2019-2020, et c'est là que le système a un peu explosé. Pas du tout à cause pas seulement à cause du volume général, mais enfin voilà, il y a eu quand même une très forte demande de formation en 2019-2020 parce que les élus arrivaient en fin de mandat, ils se rendaient compte qu'ils avaient accumulé un nombre d'heures assez conséquent, et donc ils ont fait appel aux organismes de formation pour avoir sur le droit de tirage sur ces heures accumulées. Le système a donc vécu une deuxième étape qui s'est donc déroulée en 2019-2020. C'est la réforme qu'on vient de vivre, en 2021, je veux dire, ces étapes. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord une alerte de la Caisse des dépôts sur le fait qu'on avait une très forte demande dans cette période, demande qui allait faire exploser l'enveloppe. Très souvent, comme vous le savez, en France, on ne prévoit pas forcément, enfin on anticipe plutôt le non-recours à certains droits que le recours aux droits. Donc là, on est dans le cas typique où il y avait 90% de non-recours, 90%, 95% des élus qui n'avaient pas recours à la formation, mais voilà, les quelques pourcents, on est monté jusqu'à 7 ou 8, on suffit à faire exploser un petit peu les enveloppes financières qui étaient prévues. Et donc, à partir de là, la Caisse des dépôts s'est saisie du dossier. Une inspection générale a été diligentée par le gouvernement, et cette inspection a identifié un certain nombre d'organismes qui, visiblement, avaient des pratiques qui n'étaient pas, on va dire, conformes au droit de la formation tel qu'il devait s'appliquer. Donc, on avait un organisme en particulier qui avait pris énormément d'importance, plus de 40% du marché, qui
forcément attiré l'œil sur ces pratiques. Puis 3, 4, 5 autres ont été entraînés dans cette même logique, avec donc cessation des paiements de la Caisse des dépôts, la justice bien sûr s'en est saisie, et globalement le gouvernement a réformé donc ce droit. Donc il y a toujours un droit individuel, mais il s'exerce de manière différente, donc de manière monétisée, 400 € par an, et sans cumul possible. Donc le dispositif fait que du 1er août au 31 juillet, chaque élu bénéficie de 400 € par an, quel que soit le niveau de sa collectivité. Ça peut être l'élu d'une commune rurale de 25 habitants, comme l'élu, le vice-président d'une région, par exemple. Est-ce que ça concerne les élus nationaux, députés Non, ça ne concerne pas les élus nationaux, c'est un droit vraiment spécifique aux élus locaux. C'est spécifique aux élus locaux. Voilà, c'est une information importante parce que je me posais la question, justement. Et c'est intéressant ce que tu viens de raconter, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire le rapport avec le CPF, avec le compte personnel de formation, qui lui aussi était en heures, et puis est devenu monétisé, un peu comme ce que tu viens de raconter. Et puis les constats aussi de quelques abus sur des codes dont nos amis de la Caisse des dépôts et consignations sont en train de s'occuper, de régler un petit peu des cas un petit peu borderline, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, il y a déjà eu aussi ça au niveau du droit individuel à la formation des élus. Vous voyez, donc on est dans une cohérence quand même entre le droit individuel à la formation des élus et le CPF. Question, je ne sais pas si tu as la réponse, Pascal, mais est-ce que ce droit individuel à la formation peut être cumulé avec mon CPF? Alors oui, la dernière réforme qui est passée par ordonnance à la suite de cette alerte de l'inspection générale permet effectivement à un élu local de compléter cette enveloppe par son CPF. Ah oui. C'est pour ça qu'on se voit, je vais dire quelque part, puisque c'est bien l'intérêt aujourd'hui. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, pour la formation des élus, avant qu'on creuse un peu ce droit individuel, aujourd'hui il y a 3 modes de financement de la formation des élus. Il y a le droit individuel à la formation des élus tel qu'on vient de le décrire. Il y a ce complément par le CPF. Et puis, il y a toujours le système ancien qui perdure, c'est-à-dire le financement par la collectivité. Donc, on peut, quand on est élu, actionner, j'allais dire, ces 3 modalités. Soit demander à sa collectivité de financer une formation, c'est plutôt le cas des grosses collectivités, même si normalement la loi impose à la plupart des collectivités de consacrer une enveloppe à ces crédits de formation, qui normalement sont votés d'ailleurs, sont adoptés sur leurs principes dès le début du mandat. Il y a le droit individuel, les 400 € par an, et puis il y a le droit des salariés, donc le CPF, qui peut venir abonder les 400 € en question. Ouais, c'est ça qui est intéressant, encore une fois, c'est intégré quand même au dispositif CPF, et c'est quand même cohérent que ce soit géré par la même maison qu'est la Caisse des dépôts et consignations, et que effectivement la collectivité puisse aussi abonder, comme l'employeur peut abonder dans les entreprises, comme Pôle emploi peut abonder pour les demandeurs d'emploi, etc. Donc on est dans un système qui a complètement sa cohérence. Et c'est assez cohérent aussi que les organismes de formation doivent aussi avoir un numéro de déclaration d'activité et puis avoir la certification Calliope, puisque tout ça, c'est quand même de l'argent public. Alors voilà, comme on parle d'argent, je vais un peu creuser. La Caisse des dépôts gère le dispositif, mais ne le finance pas. Ce sont les collectivités locales qui le financent, mais dans un dispositif qui est prévu par la loi, qui fait que les élus, les seuls élus indemnisés, sur les 350 000, c'est à peu près 10 à 15%. Sur les 550 000, pardon, c'est à peu près 10 à 15%. Donc, les élus indemnisés, donc ceux qui sont indemnisés pour leur fonction, en général, dans toutes les communes, les maires, et puis dans un certain nombre de grandes villes, la totalité des adjoints et parfois un certain nombre de conseillers municipaux. Donc, les élus indemnisés, il est prélevé 1% de leurs indemnités pour financer le dispositif. Donc, le financement, il passe par les collectivités locales. La Caisse des dépôts collecte cet argent et ensuite le redistribue dans un dispositif donc, qui est effectivement réglementé, c'est-à-dire que seuls les organismes agréés par le Conseil national de la formation des élus locaux
peuvent délivrer des formations. Ils ne peuvent le faire que s'ils ont ce numéro d'activité et s'ils ont la certification Calliope. Là encore, c'est une cohérence dans ce que tu expliques dans le rôle de la Caisse des dépôts. Et ce n'est pas pour le CPF, ce n'est pas non plus l'argent de la Caisse des dépôts, hein, c'est de l'argent qui vient de la collecte par l'URSSAF, etc. Tout cet argent est envoyé à France Compétences qui redispatche en tant qu'agence de régulation financière de tout ça. Et puis après, effectivement, pour la partie compte personnel de formation, en relation avec France Compétences, l'argent est redistribué aux organismes de formation qui délivrent des formations certifiantes ou des formations correspondant à des codes collectifs comme le code 203, création d'entreprise, le code 202, bilan de compétences, le code 209, je crois, VAE, et je sais 200 peut-être pour les permis de conduire. La question est, est-ce que la formation financée par le DIF doit être une formation certifiante conduisant à une certification RNCP? Non. Pas encore. Non. Parce que c'est le cas pour le CPF. Hein. Il y a une question de Maria à laquelle on peut répondre tout de suite, c'est que non, ces 3 sources de financement ne sont pas cumulables. Seulement 2 sont cumulables. Le financement par le droit individuel et le CPF, ça c'est cumulable. Mais on ne peut pas cumuler le financement de sa collectivité, le CPF et le droit individuel. Non. Ce sont 2 modes de financement distincts. D'accord. Donc oui, c'est important ça, parce que moi j'avais cru comprendre que ça pouvait se cumuler. Merci Marie pour la question. C'est effectivement, dans ce cas-là, effectivement, elle ne fait pas un abondement du coup, strictement. Néanmoins, dans la pratique, on peut très bien imaginer, je donne un exemple, hein, qu'on ait une réunion par exemple, de la majorité d'une collectivité en séminaire financé par la collectivité, et le lendemain, ou dans la foulée, un financement individuel, donc par le droit individuel de la formation des élus, pour, j'allais dire, sur une question plus pointue, destinée à quelques élus seulement, ou à un élu en particulier. Le droit individuel, comme son nom l'indique, il est plutôt fait pour que chaque élu puisse mener sa formation selon ses souhaits, sur les compétences qu'il veut acquérir. Néanmoins, vous avez compris aussi une donnée qui s'applique à tous les organismes aujourd'hui qui font de la formation des élus locaux, c'est-à-dire qu'avec 400 € par personne et par an, ce droit individuel, on est obligé de l'organiser la plupart du temps sous forme de groupe. C'est un peu le paradoxe de la réforme, de la récente réforme, c'est qu'avec une enveloppe aussi limitée, on est un peu contraint dans l'organisation des formations à les retravailler en groupe. Alors que dans la précédente formule, qui permettait donc avec 20 heures de bénéficier à peu près de l'ordre de 2 000 €, à peu près, on avait les possibilités bien sûr d'avoir vraiment des formations individuelles. Ce qu'on peut plus difficilement faire compte tenu de leur rentabilité qui est bien moins. Voilà, alors j'ai mis la diapositive là qui correspond à ce que nous sommes en train d'expliquer. Voilà, c'est assez important, c'est même très, très important, bien évidemment, ces modes de financement et l'évolution historique de ces modes de financement et qui fait que la formation des élus. Alors, maintenant, est-ce que si je fais l'utilisation de ma formation d'élu, que j'utilise mon DIF, est-ce que ceci après peut rentrer dans mon compte parce que derrière le CPF, il y a un compte. Non, il y a vraiment, enfin, pour moi, jusqu'à présent, le compte lié au CPF et la gestion du DIF, c'est quand même 2 choses différentes. Il y a d'ailleurs 2 plateformes distinctes sur Internet au niveau de la Caisse des dépôts. La plus récente étape qu'on ait vécue, c'est depuis donc quelques semaines, ça a démarré en 2022, on a maintenant une plateforme depuis début janvier qui est spécifique aux élus locaux, qui malheureusement est entièrement dématérialisée, ce qui pose des difficultés pour nombre d'élus qui ne sont pas forcément à l'aise avec le numérique.
faut se rappeler que la moyenne d'âge des élus est quand même relativement élevée. Élu, c'est quand même d'abord une fonction de retraité essentiellement. Donc, c'est vrai que de ce fait, on a des difficultés, mais en tout cas, les deux plateformes sont vraiment distinctes. Oui, on va venir là sur cette chose importante, sur le type de formation qui sont demandées par les élus et délivrées, et sur quoi on doit se concentrer. Puis ça va compléter la question posée par Marine là sur est-ce qu'on peut cumuler avec le CPF même si la formation n'est pas inscrite au RNCP? Moi, je n'ai pas encore la réponse parce que tout ça est tout neuf. Oui. Et on n'a pas encore testé. Voilà, donc, désolé, je ne peux pas vous dire, voilà, vous dire exactement comment ça va se passer. Effectivement, comme le cumul CPF, DIF vient tout juste, hein, est en train de se mettre en place, on n'a pas encore toutes ces précisions. Je dirais plutôt non a priori parce que ce serait assez illogique, mais voilà, je réserve ma réponse à dans quelques semaines quand on aura vraiment testé cette formule. Il n'est peut-être pas impossible qu'on voit arriver peut-être un code collectif du type création d'entreprise. Peut-être, j'en sais rien, hein, mais un petit coucou à nos amis de la Caisse des dépôts. Alors, vous avez un mais guide, ce n'est pas eux qui décident, bien évidemment. Voilà, il y a un guide qui vient de sortir, qui est sorti hier ou avant-hier, hein, qui est tout neuf. Donc, voilà, on va peut-être avoir des précisions. Mais pour le moment, en tout cas, sur un plan pratique, moi, je n'y ai pas encore pratiqué, donc je ne vais pas m'engager sur le sujet à ce stade. Le guide est en ligne Il est en ligne sur le site de la Caisse des dépôts et on vous le mettra peut-être dans la discussion dans un instant. Alors, juste une petite demande du côté de l'équipe CFS+, là, qui est en backup. Si Sarah ou Cathy, vous avez le temps d'aller chercher le lien vers le guide là, pour qu'on le mette en ligne, ou à moins que Jessica puisse nous l'envoyer. Voilà. Non, mais Jessica, qui est avec nous aussi, va essayer de nous le trouver pour qu'on vous donne tout de suite ce lien dans le chat, parce que c'est quand même intéressant comme nouvelle et comme guide. Alors oui, le CPF prend quelques formations, prend quelle formation RNCP au registre spécifique. Là, c'est hors sujet par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. C'est une formation pour être éligible au CPF. Elle doit conduire à une certification enregistrée dans un des deux répertoires nationaux de France Compétences, RNCP si c'est un titre métier ou répertoire spécifique si c'est une compétence spécifique. Si la formation n'est pas certifiante, elle n'est pas éligible au CPF. Voilà. Donc, vous avez quelques dizaines de milliers de certifications professionnelles à France Compétences. Il faut aller sur le site de France Compétences et chercher quelle formation pourrait être certifiante. Voilà. Maintenant, pour les organismes de formation, s'il faut cumuler CPF et DIF et aller sur des formations certifiantes, rien d'impossible. Alors, justement, une précision sur le contenu des formations qui sont proposées dans le droit individuel. Le législateur a été très clair. Il y a des formations qui sont, et c'est le cœur bien sûr nucléaire de la formation des élus, bien sûr des formations qui sont liées à la compétence de l'élu. Ça, c'est très logique. Et donc, la Commission nationale, quand elle donne un agrément, c'est d'abord ce qu'elle vérifie. Mais on a également un deuxième champ qui est la question de la remise, du retour à l'emploi de certains élus qui ont interrompu leur carrière pour être élus locaux, pour être élus locaux. Donc ça nous permet d'imaginer que, par exemple, on fasse des bilans de compétences, ça nous permet d'imaginer des retours, des dispositifs de recyclage, en quelque sorte, de remise à niveau, qui sont possibles avec le droit individuel. Alors, ça veut dire quoi sur le plan des contenus en général qui sont le plus demandés, le plus diffusés dans la formation des élus locaux? On a d'abord, nous, comme tous les organismes de formation, on a deux champs souvent assez distincts, hein, c'est-à-dire tout ce qui est du champ du savoir-être, le champ vraiment des compétences plus hard.
Donc, savoir-être, disons, les soft skills. Les soft skills, voilà. Le savoir, anglais, mais oui, voilà. savoir-être. On a les compétences, disons, le cœur de métier pour les élus locaux. Là, c'est souvent les finances publiques qui sont un vrai sujet, puisque très rapidement dans son mandat, l'élu va être amené à voter un budget, à l'élaborer, à le voter, à le suivre, à vérifier que ces dépenses sont bien conformes à ce qui a été voté en conseil municipal. Donc, c'est sûr que sur la compétence budgétaire, c'est logique. Les Français, déjà, n'aiment pas beaucoup les chiffres. Alors, les élus locaux, quand ils sont confrontés à un budget communal, c'est vite compliqué. Ça n'est pas d'ailleurs présenté comme un budget d'entreprise, je le précise aussi. Donc, de la comptabilité publique. Même les chefs d'entreprise peuvent être un peu perturbés par la comptabilité publique et ses règles. Il y a un mode il y a même une modalité comptable, la comptabilité M14, qui est spécifique. Donc, tout ça fait qu'on a une forte demande sur les finances publiques. On a d'ailleurs, nous, des spécialistes des finances publiques avec nous, qui sont aujourd'hui en poste comme directeur général des services ou directeur général adjoint, parce que c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Concernant les soft skills, très vite, même si parfois dans sa campagne électorale, l'élu a dû y avoir recours, la prise de parole en public est souvent un sujet majeur. Parce que être élu, c'est quand même d'abord une sorte de ministère de la parole. On anime des réunions publiques, des réunions de conseil municipal, des réunions du bureau municipal, des réunions avec les services municipaux, etc. Et de ce fait, la prise de parole en public est un sujet majeur. Voilà, j'ai pris les deux numéros 1 de parade de chacun des grands blocs, mais on va pouvoir rentrer, bien sûr, dans les différentes compétences qu'on aborde, nous, dans l'offre que nous faisons. Prise de parole en public, remise à jour sur le plan du numérique, c'est ça? Oui, alors je précise d'abord, pour être clair aussi avec tout le monde, que pour l'instant, Gestion Locale a une histoire de sous-traitant des organismes agréés. Ça fait plus de 30 ans que Gestion Locale est en fait un sous-traitant d'organismes agréés. La sous-traitance telle qu'elle se pratiquait jusqu'à présent n'est plus possible avec l'ordonnance, puisqu'il faut avoir soi-même l'agrément. Donc nous sommes en cours d'agrément pour être, je veux dire, au même niveau que les organismes qui préexistaient et pour lesquels on travaillait déjà. Donc on continue en quelque sorte pour l'instant à être un réseau de formateurs qui se met à disposition des organismes agréés. Je voulais juste préciser ce point. Donc, dans les champs, c'est-à-dire que nous couvrons, il y a beaucoup de sujets qui sont liés à la compétence municipale, départementale ou régionale. Donc, j'ai parlé de tout ce qui concerne vraiment l'administration de la collectivité, les finances, le management, tout ce qui concerne, j'allais dire, la gestion de l'administration en termes de définition des objectifs, de suivi d'évaluation, de travail également en équipe, au sein de sa majorité ou au sein d'un organigramme municipal, bien sûr, qu'il faut soi-même façonner, souvent quand on est maire. On a tout ce qui concerne le projet de territoire, le projet local, qui est un sujet très important, puisque un mandat local, c'est 6 ans ou 5 ans, 6 ans pour une commune, 5 ans dans un département, enfin 6 ans dans une commune ou un département, 5 ans dans une région. Donc forcément, on a un temps assez limité. Il faut faire des choses, bien sûr, qui prolongent le programme qu'on a présenté au moment des élections, mais en même temps, là, il y a une crise sanitaire, il y a des difficultés financières, il y a des tas d'événements qui vont arriver. Donc la définition du projet de territoire appuie sur l'adaptation au fur et à mesure des événements et des années, la trajectoire financière, tout ce dispositif de suivi du projet de territoire est très important. J'ai une autre casquette, moi, qui fait que je m'occupe de concertation, donc c'est souvent là aussi qu'on parle de concertation, qu'on parle d'accompagnement du projet de territoire par les équipes internes comme par les habitants. Et puis ensuite, on a tout un tas de champs, vous savez, qui concernent un peu les fonctions, notamment des différents adjoints dans une collectivité, les conseillers municipaux délégués. Alors, l'un va être chargé des ressources humaines, donc il va falloir qu'il connaisse sur le bout des doigts le statut de la fonction publique territoriale. Voilà, oui, j'allais en parler de la gestion des ressources humaines de la collectivité. Il faut bien que l'élu qui est en charge des ressources humaines, effectivement, comme tu le dis, soit formé sur la manière de gérer les ressources humaines. Voilà, c'est peut-être, si c'est un chef d'entreprise, que la gestion des ressources humaines dans un environnement municipal ou départemental. Il y a des fonctionnaires qui ont des fonctionnaires, d'emploi, voilà, c'est peut-être pas tout à fait la même chose que
la gestion des ressources humaines dans mon entreprise, quoi. C'est assez évident. Et ça me rappelle quand même le code 203 aussi, hein, qui est un code collectif donc, du CPF, hein, où là, c'est accompagné à la création et à la reprise d'une entreprise. Et donc là, il y a un grand ménage qui est fait sur le code 203 parce que des gens se sont amusés à dire, oh, bah, tiens, vous voulez être pâtissier, on va mettre en place ce code 203, puis je vais vous apprendre à devenir pâtissier. Non, non, non. Donc la Caisse des dépôts vient de recadrer ça en disant vous devez transmettre les compétences que doit avoir un chef d'entreprise. On est un peu dans le même cas, c'est-à-dire que là, vous devriez transmettre les compétences qui sont utiles à l'élu. Hein. Et donc, même le geste technique de savoir gérer un ordinateur et un tableur Excel, je ne suis pas très sûr que ce soit complètement dans le rôle. Enfin, il faudrait en parler. Enfin, on n'a pas de code collectif des élus, mais en fait, ça fonctionne un peu comme ça quand même. Hein. Alors après, dans tous les champs de compétences, on a énormément de choses. Hein. Là, je ne vais pas tout citer. Vous pouvez aller voir sur notre site les différents profils des formateurs, les différentes formations qu'on propose dans notre catalogue. C'est vrai qu'on a, de ce fait, à couvrir aussi bien, je ne sais pas, l'activité économique, l'urbanisme, les compétences scolaires, culturelles, sportives. Enfin, voilà, on a énormément de champs qui sont couverts pour, encore une fois, que tous les champs d'activité de la collectivité soient couverts. Et je n'oublie pas, par exemple, les affaires funéraires et les cimetières ou je sais pas, des choses extrêmement pointues comme la gestion, je sais pas, des horloges, par exemple, dans des grandes villes où vous avez à chaque changement d'heure à reprogrammer les horloges. Enfin, je connais des communes, par exemple, où on a un conseil municipal délégué aux horloges pour que chaque année, il y ait quelqu'un qui remette les horloges. J'ai vu à la mairie de Paris qu'il y a un bureau du temps aussi. Je ne sais pas pour les horloges. Ça m'a fait rire quand j'ai vu le bureau du temps. Mais oui, alors Geneviève nous dit que le CPF ne prend que les formations certifiées RNCP ou répertoire. On est bien d'accord avec ça. Mais la question, c'est je n'ai pas assez d'argent dans mon CPF et en même temps, cette formation, j'en ai besoin en tant qu'élu. Moi, je n'ai pas la réponse, savoir si c'est cumulable ou pas. Il faut demander à la Caisse des dépôts. Je poserai la question à Laurent Durin chez la Caisse des dépôts. Voilà, il me donnera la réponse ou pas, mais c'est une question qui est intéressante, en tout cas. Alors, comment obtenir l'agrément pour proposer des formations aux élus? Alors, l'agrément des formations, donc il est donc attribué par une commission qui est nationale et qui est composée d'un certain nombre d'ailleurs de représentants des élus locaux, mais aussi de personnalités. C'est plus le ministère de l'Intérieur. Alors c'est une commission qui dépend du ministère de l'Intérieur, qui est nommée par le ministère de l'Intérieur, par le gouvernement, mais qui quand même prend ses décisions en toute indépendance. Et donc, au rythme de tous les 2 ou 3 mois, ce comité se réunit et donc examine les dossiers. Alors, pour être agréé, pour faire sa demande d'agrément, il faut remplir un certain nombre de conditions qui sont décrites donc, sur le site du ministère de l'Intérieur, de la DGCL, la Direction Générale des Collectivités Locales. Là aussi, je pense qu'on pourra vous donner le lien vers le CNFEL, donc, qui délivre cet agrément. Et vous avez d'ailleurs sur ce site la liste de tous les organismes agréés. Et puis, on a maintenant donc, cette fameuse plateforme de la Caisse des dépôts qui est en ligne depuis début janvier. Voilà. Alors, qui permet de voir la totalité des formations qui sont disponibles. Voilà. Et la totalité des organismes agréés, bien sûr. Alors, pour aller vers cette plateforme, c'est moncompteformation.gouv.fr. Hein. Oui, tout à fait. Comme pour le CPF. Hein. Et vous allez sur moncompteformation.gouv.fr et vous avez une partie formation des élus maintenant. Hein. C'est-à-dire que, encore une fois, ça permet de dire qu'on est quand même dans un système qui est quand même très, très lié, hein, qui est vers une société de compétences. Hein. Et donc, on développe des compétences pour des salariés, pour des non-salariés, pour des indépendants et pour des élus aussi. Et effectivement aussi pour
ces indépendants, quand ils reviennent sur leur poste de travail ou qui doivent retrouver un travail, c'est vachement intéressant de revoir ça aussi par rapport au bilan de compétences, etc. C'est très intéressant. L'agrément, il est valable combien de temps? Alors, il est valable, si je ne me trompe pas, 3 ans. Petit doute, mais je pense que c'est 3 ans. Et donc, il faut représenter un dossier à chaque échéance avec donc toujours des éléments à la fois sur le catalogue de formation et l'offre de formation qui est faite, bien sûr les qualités et les compétences des formateurs, mais aussi des éléments sur la santé de l'entreprise qui les propose. On a à la fois des associations et des entreprises privées qui proposent ces formations. On n'a pas évoqué totalement l'histoire de ce secteur, mais son histoire est quand même très liée au départ au fonctionnement des partis politiques qui regroupaient les élus locaux par sensibilité, souvent avec des fédérations d'élus, qui donc étaient adossés à un organisme de formation des élus locaux. Donc, tous les grands partis, on va dire, traditionnels ont aujourd'hui un organisme de formation, et c'était l'essentiel de la formation des élus jusque dans les années quasiment 2000. On a, nous, été d'abord, dans l'histoire de gestion locale, que j'ai moins connu que l'histoire récente, c'était d'abord un organisme qui était sous-traitant de différents organismes liés souvent aux partis politiques. Aux partis politiques. Chaque parti politique avait son institut de formation pour lequel, effectivement, gestion locale apportait des ressources humaines de formateurs. Voilà, pour élargir le champ des compétences. Voilà. Au sein de ces organismes, il y avait quelques formateurs. Et puis, sur des questions, des demandes spécifiques, on venait nous chercher pour aller au-delà des formateurs habituels de l'organisme. Voilà, alors compétences transverses plutôt que savoir-être ou soft skills, oui, Clarisse, merci, oui. Compétences transverses, je cherchais le terme, mais merci. Alors, prise de parole en public, y a-t-il une certification pour utilisation via mon compte formation? Alors, prise de parole en public, ne cherchez pas pour l'instant sur le site France Compétences, il n'y a aucune certification prise de parole en public. Je ne vous dis pas qu'il n'y en aura pas une ou deux un jour. Je connais des organismes. Pardon, il faut qu'on la prépare ensemble. Oui, voilà. Mais on peut en déposer une, oui, d'ailleurs. Il n'y a aucune raison que prise de parole en public, mais prise de parole en public n'est pas une compétence. Prise de parole en public est un moyen. Bon. Donc, il faut trouver la compétence qui correspond à l'utilisation de ce moyen. Donc, je ne vais pas développer ici parce que ça, c'est mon métier d'accompagnateur pour le dépôt de titres RNCP et de compétences auprès de France Compétences, mais j'ai quelques idées sur le sujet si on veut déposer une certification qui correspond à prise de parole en public. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y en avait eu, elles ont disparu parce que France Compétences a mis la barre très haut par rapport au renouvellement des certifications qui étaient autrefois à l'inventaire. Et donc, beaucoup de certifications qui étaient à l'inventaire, les titulaires de la certification soit n'ont pas souhaité renouveler la certification, soit n'ont pas encore réussi à le faire, parce que la façon de travailler de France Compétences est à un niveau un peu plus élevé que précédemment, enfin en tout cas très différent. Alors je prends la question d'après, qui donc, est celle d'Héloïse. Oui. Une formation inscrite dans le catalogue EDOF, donc celui du DIFELU, n'est pas visible sur le catalogue CPF standard. C'est tout à fait le cas, puisqu'en fait vous avez effectivement le même site et la page d'accueil qui sont communes, mais ensuite, qui sont communs. Mais ensuite, en fait, vous êtes, selon votre statut, vous êtes envoyé vers 2 catalogues différents. Donc, le catalogue élu vient d'être mis en ligne depuis début janvier, et encore tous les organismes agréés n'ont pas encore rentré leur formation, donc il est en train de s'élargir de plus en plus, ce qui d'ailleurs d'autres difficultés pour les élus de trouver exactement ce qu'ils cherchent. En tout cas, voilà, ce sont 2 plateformes différentes. Oui, c'est-à-dire qu'on a une même plateforme, mais avec ces 2 catalogues qui sont quand même un peu séparés, comme chez France Compétences, on a le catalogue RNCP des titres
à finalité professionnelle, des diplômes et des CQP, hein, voilà, c'est orienté métier. Et puis, on a un deuxième catalogue qui est orienté compétences. Alors, il peut y avoir des passerelles entre certaines certifications, mais les deux répertoires ne sont pas liés l'un à l'autre, si vous voulez. Donc, on est un petit peu là dans un même champ, c'est-à-dire qu'on a une même plateforme qui est le même gestionnaire, qui est la Caisse des dépôts et consignations, et on a deux catalogues séparés. Effectivement, le catalogue du CPF pour le droit à la formation des salariés et des indépendants qu'on a accumulé pendant sa carrière, et puis le droit individuel à la formation qui est un droit séparé. Alors après, comment peut-on cumuler deux types de financement? Ça, c'est un autre sujet, mais il n'y a pas de passerelle entre les deux catalogues. Pour le moment, voilà, ce qu'il faut qu'on teste, c'est quand un élu va vouloir prendre une formation et qu'il va vouloir le compléter par le CPF, je suppose, pour l'instant, en tout cas, on va demander à la Caisse des dépôts comment ça va se passer. On n'a pas encore testé. Alors, effectivement, Clarisse nous demande si on peut avoir les sigles des différents organismes cités. C'est vrai qu'on peut vous mettre les sigles au fur et à mesure dans le chat. CNPL, c'est ça? Alors, le CNOFEL, c'est le Comité national de la formation des élus locaux. CNOFEL. Hein. CNOFEL. CNOFEL. D'orientation de la formation des élus locaux. Conseil, comité? C'est le Conseil national de la Conseil national. Ah, ça me rappelle le CNEFOP et tout ça. Alors, Conseil national. Conseil national de la formation. D'orientation. De l'orientation. D'orientation de la formation des élus. Ça me rappelle le CNEFOP, ça. Conseil national d'orientation de la formation des élus. Pardon. D'orientation de la formation, je tape lentement, vous m'excusez, hein, de la formation des élus locaux. Des élus locaux. Voilà. Ensuite, le CNOFEL, lui, existait déjà avant les étapes qu'on a évoquées tout à l'heure. Hein. Alors, que fait le CNOFEL? C'est ça, essentiellement, lui qui accorde l'agrément. D'accord, c'est le Conseil national auquel vous pouvez vous adresser pour déposer. Là où on s'adresse pour... C'est compliqué quand même. C'est pas tout à fait là où on s'adresse, hein, pour qu'on soit clair aussi. En fait, on dépose le dossier. Vous pouvez aller bien sûr sur le site de CNOFEL, donc est l'organisme qui va nationalement décider. Mais on a une possibilité, enfin, on est obligé de déposer des dossiers de demande d'agrément en préfecture. C'est la préfecture de région qui centralise les dossiers et qui les instruit pour qu'ils soient ensuite soumis à cette CNOFEL. À la DRET Non, il y a un bureau spécifique dans chaque préfecture sur ce sujet. D'accord. Donc, tout est expliqué sur le site, on va peut-être pouvoir vous mettre. Oui, voilà, si on pouvait avoir le lien vers le. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le lien vers le. CNOFEL, c'est quoi? Non, mais CNOFEL, c'est quoi? CNOFEL.fr? Non, c'est DGCL. Alors, DGCL. Non, voilà. C'est intérieur.gouv, non? Non, mais c'est pas grave. DGCL, ça veut dire? Direction générale des collectivités locales. Pardon? Et il y a un site qui est intérieur.gouv. Alors, c'est direction, c'est ça? DGCL, c'est direction? Générale des collectivités locales. Voilà, direction générale des collectivités locales. Voilà, donc voilà, Stéphanie, c'est toi qui viens de faire ça, non? Alors Stéphanie nous met collectivité locale.institution. Merci voilà, Stéphanie pour le lien, bravo.
Très, 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 très bien de nous avoir mis le lien. Alors, on touche d'ailleurs à un petit sujet, hein. Là, je commence à être dans le poil à gratter. Et vous voyez que l'URL est quand même assez longue, assez complexe. On touche à un petit sujet, c'est que toutes ces informations sont quand même un petit peu enfouies dans les sites internet du gouvernement. Alors, je sais bien que ça concerne que 500 et quelques mille, 550 000 quand 550 même. 000 élus, mais Élus. quand même, on a un petit souci là-dessus. Donc, nous, on a un petit souci sur l'accès à l'information. C'est déjà un premier problème. Et on a un deuxième sujet sur la complexité de la plateforme EDOF. Alors, cette plateforme, elle est encore récente, donc évidemment, elle va s'améliorer. Néanmoins, le fait que ce soit 100% numérique, c'est-à-dire qu'un élu ne puisse pas s'inscrire en dehors de cette plateforme, nous pose de graves difficultés. On a vu récemment, alors en plus, la plateforme utilise le France Connect, du service France Connect, et on a vu cette semaine encore qu'un tiers des Français n'avaient pas recours à ces démarches et à France Connect. Donc, on peut imaginer que les élus étant plus âgés que la moyenne des Français, ils sont un peu plus nombreux encore à ne pas utiliser cet outil pour déclarer leurs impôts ou faire l'actualisation, je ne sais pas, chez Pôle emploi, ou à la Sécurité sociale ou à la CAF. Donc, on a une deuxième difficulté, c'est que les élus locaux ont du mal à trouver la plateforme, à savoir comment s'inscrire. Merci beaucoup à Steve qui nous donne la page de la préfecture d'Île-de-France. Chaque préfecture a son dispositif. Vous voyez là aussi le site internet de la préfecture d'Île-de-France pour atterrir sur la démarche qui concerne procédure d'agrément des organismes de formation. Il fait 10 lignes sur le. J'en souris parce qu'il fait 10 lignes, hein, l'URL fait 10 lignes avant d'y arriver. Donc on a quand même un vrai souci là-dessus, même si, bien entendu, les associations d'élus, les organismes agréés, enfin, tout le monde va aider les élus à aller au bon endroit, c'est quand même une difficulté. Voilà. Et pour l'instant, c'est-à-dire heureusement, les élus locaux sont quand même un petit peu moins sollicités que les salariés par des organismes agréés. Un petit peu moins. Bon, j'ai encore eu, avant d'arriver, un coup de fil, bien sûr, pour utiliser mon CPF, comme je crois beaucoup de Français en reçoivent fréquemment. Ça s'est calmé, ça va s'arrêter. Voilà, j'espère que ça va quand même se calmer. Pour les élus locaux, on est presque, voilà, on est en train de chercher des solutions les uns et les autres, notamment les organismes agréés, pour les accompagner dans la démarche. On fait nous-mêmes un webinaire la semaine prochaine, on donnera l'heure tout à l'heure, pour qu'on accompagne ceux qui veulent s'inscrire dans leur démarche pour bien trouver les formations qui les intéressent, savoir aussi comment faire fonctionner France Connect, voilà, et prouver en fait sa qualité d'élu. À part France Connect, c'est le moyen de prouver sa qualité d'élu. Alors, Steve pourrait peut-être nous donner la page aussi de la préfecture de l'île de la Réunion. Non, mais de l'île de la Réunion. Coucou, Steve. Voilà. Parce qu'on se connaît, on s'est vu à la Réunion récemment. Enfin, je pense que c'est le bon Steve, en tout cas. Hein. Voilà. Quelles autres spécificités? On a déjà beaucoup dégrossi. Est-ce qu'il y a des questions du type un nombre minimum d'heures pour faire une formation d'élu? Est-ce qu'il y a des conditions particulières à respecter? Et puis, dernière question aussi, c'est le dossier quand même qu'on dépose en préfecture. Il doit correspondre. Qu'est-ce qu'on doit trouver dedans? Parce que j'ai l'impression qu'il s'obtient pas très facilement cet agrément quand même. Non, l'agrément, il a peut-être été donné justement un peu trop facilement précédemment, et de ce fait, le CNEFEL devient quand même très sourcilleux, il a raison, hein, sur la qualité, bien sûr, des demandeurs, sur la qualité de l'offre de formation, sur la qualité des formateurs. Voilà, c'est tout ça qu'il faut prouver. Donc, on a dans ce dossier la présentation de l'organisme, bien sûr, avec son bilan comptable, ses statuts, voilà, son histoire éventuellement. On nous demande d'ailleurs maintenant une note de synthèse pour faciliter le travail des fonctionnaires. Ensuite, on a tout ce qui concerne l'offre de formation, avec les différentes fiches qui présentent chaque formation. Et bien sûr, la certification Calliope nous aide également à présenter les formations avec tous les ingrédients, tous les éléments nécessaires. Et puis ensuite, on a tout ce qui va concerner les formateurs avec leur CV, bien entendu. Et progressivement, on est en train, on est en train de faire en sorte que, bien sûr, tous les formateurs aient progressivement leur numéro d'activité, puisque ce n'était pas exigé jusqu'à présent.
Donc Oui. là, chaque formateur maintenant va avoir son numéro d'activité. Parfois, des formateurs qui sont à leur compte vont aussi être certifiés Calliope, ce qui est une double garantie. On a donc vraiment quelque chose de très construit dans le dossier. Ensuite, voilà, il y a bien sûr un certain nombre de questionnaires qui sont liés à tout ça, mais voilà, on a quand même des dossiers qui font 100, 120 pages de dossiers de demande d'agrément. Oui, C'est quand même voilà. assez costaud. C'est quand même réservé. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire je suis auto-entrepreneur, je demande un numéro de déclaration d'activité, puis je vais aller déposer une demande en préfecture pour être agréé organisme de formation des élus. Hein. Vous voyez, c'est un peu, Voilà, alors un peu plus complexe c'est pas totalement que impossible cela. pour En un revanche, formateur seul. Hein. C'est pas impossible. c'est intéressant. Ça. Voilà, Oui. moi je voudrais juste à ce stade-là d'ailleurs m'arrêter parce que on a un savoir-faire dans ce domaine. En fait, on prépare. Nous, comme on était sous-traitants nous sommes sous-traitants de fait d'un certain nombre d'organismes. On prépare aussi leur dossier d'agrément. Donc, on a un savoir-faire. Hein, on est un peu collègues là-dessus avec Michel. Oui. Mais sur la question des dossiers d'agrément, ouais, mais vous pouvez c'est vous pour ça qu'on adresser fait aussi ce à la gestion webinaire. locale Hein. parce qu'on peut vraiment vous accompagner dans la mise en forme du dossier d'agrément. On a vraiment des spécialistes, notamment Samuel Lopez, que Michel Boujard connaît bien, qui peuvent vraiment préparer le dossier d'agrément et faire en sorte que tout le processus se mette en place, qu'il faut préparer le dossier d'agrément, il faut l'obtenir. Une fois qu'on l'a obtenu, il faut aussi rentrer toutes les formations sur cette fameuse plateforme des élus locaux. Oui, C'est du comme pour les travail, CPF. c'est compliqué. Mm-hmm. On nous donne des codes, puis ensuite on est un petit peu livré à soi-même pour rentrer toutes les formations. Certaines, voilà, certains organismes ont des catalogues qui sont assez fournis, donc ça prend du temps. Oui, on est quand même vraiment au début, on a encore beaucoup de formations qui ne sont pas rentrées sur la plateforme EDOF. Notre partenaire un peu historique, qui est Formation Expérienté, est seulement en train de commencer à rentrer les formations agréées suite à des différents problèmes techniques, on va dire, ces dernières semaines. Donc c'est long, c'est fastidieux, et on peut vous accompagner dans ce travail parce qu'on a une vraie expérience maintenant de toute cette procédure, y compris, j'allais dire, de la plateforme aujourd'hui. Je suis intéressé et content de t'entendre dire que même si on a une petite structure qui démarre, on peut éventuellement. Voilà. Alors, c'est ça qui me fait dire que voilà, c'est sur les réseaux sociaux de formateurs, oh, bah, toute cette réforme, c'est fait pour tuer les petits. Voilà, ils vont disparaître. Alors, je dis, expliquez-moi comment nous sommes passés de 83 000 organismes en 2014 à 115 000 aujourd'hui, si c'est pour tuer les petits. Bon, et puis, la porte n'est pas fermée sur un système comme celui-là à des gens qui démarrent. Hein. Alors que quand on veut tuer les petits, il y a un moyen très simple, c'est si vous voulez faire ça, il vous faut 50 000 euros de capital, sinon pas possible. Voilà. Donc, ce n'est pas le cas. Alors, je ne peux pas dire tout à fait que les gens qui démarrent auront leur agrément dans l'année qui suit. Ça, sans doute pas, parce qu'il faut quand même prouver la solidité du projet. Voilà. Mais néanmoins, il y a beaucoup d'agréments qui sont délivrés, vous pouvez aller voir dans la liste, à des sociétés individuelles, hein, des EURL, peut-être pas des auto-entrepreneurs, encore il faut regarder, creuser. Mais voilà, on a je connais par exemple des hauts fonctionnaires à la retraite qui ont montré leur agrément sous leur propre nom et qui ont obtenu l'agrément. Donc c'est effectivement possible. Il faut, encore une fois, démontrer ses qualités, évidemment, et la solidité de son projet. Mais ce n'est pas complètement impossible. Quant à la question des petits, enfin, voilà, la tendance pour avoir un niveau de qualité, c'est quand même qu'on ait des organismes qui soient de plus en plus solides. Et nous-mêmes, on réfléchit beaucoup à des regroupements avec, en tout cas des coopérations, avec d'autres organismes agréés pour créer des ensembles, effectivement, qui soient suffisamment solides et capables d'avoir une offre étoffée qui réponde à la demande aussi. Bon, merci à Steve, parce que là, il nous donne tous les ingrédients dans la messagerie pour remplir son dossier. Bravo Steve. Alors, j'ai du mal à identifier quelles sont les collectivités que tu nous donnes, mais voilà. Est-ce que l'agrément est payant? L'agrément n'est pas payant, non. C'est l'accompagnement qui est payant. Voilà, simplement, ça va vous coûter forcément, ne serait-ce qu'en papier, puisque pour le moment, par exemple, la demande d'agrément n'est pas dématérialisée. Peut-être critique, vous voyez. D'un côté, on demande aux élus locaux de s'inscrire forcément par le numérique, et je vois que voilà, Alexandra rejoint mes réserves sur ce point. De l'autre côté, le dossier d'agrément est forcément déposé en version papier
dans les préfectures. Et franchement, c'est un petit peu quand même bizarre. Mais j'espère que tout ça va vite se résoudre. Ça tient aussi parfois à l'encombrement et aux difficultés des préfectures à se dématérialiser. Formation e-learning en classe virtuelle, possible, pas possible? Alors, c'est tout à fait possible, bien sûr. Alors ça a été bien sûr accéléré par la crise Covid, évidemment. Mais nous, on avait déjà anticipé ce besoin, cette demande. On a créé donc des classes virtuelles avec un partenaire qui est AppleLearn. Donc notre plateforme s'appelle LocalLearn, mariage de gestion locale et d'AppleLearn. Et effectivement, on a donc multiplié ces dispositifs. Alors, pendant la crise sanitaire, nous, on est en train de nous battre un petit peu parce que pendant la crise sanitaire, toutes les formules ont été acceptées, hein, vu les circonstances. Bon, pourquoi pas, c'est très bien. Donc, on a eu énormément de formations en ligne à travers, j'allais dire, les plateformes de visioconférence que vous connaissez. Maintenant, nous, on aimerait bien que ce dispositif soit plutôt orienté, que les organismes agréés soient orientés vers des plateformes d'e-learning, c'est-à-dire avec des classes virtuelles, voilà, dans une offre qui soit quand même qualitative, plus qualitative que ce que propose, j'allais dire, dans leur service de base, je ne sais pas, Google Meet ou Zoom. Donc, il faut vraiment, sans critiquer ces plateformes qui sont très utiles par ailleurs, mais… Oui, enfin, Zoom est surtout un système de visiophonie et voilà, pas un learning management system, stricto sensu. Hein, exactement. Voilà, donc là, on a un sujet, on peut marier les deux, mais voilà. oui. On a un sujet, on commence d'ailleurs à se regrouper depuis notamment la réforme. Les organismes agréés sont déjà regroupés dans une association. Il est question qu'on monte un syndicat professionnel dédié donc à cette partie, enfin à cette spécificité que nous avons de nous occuper de la formation des élus locaux. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup à faire, je pense, pour que le e-learning se développe. Vous avez compris aussi que dans le modèle économique qui est devant nous, à 400 € par an, si on veut que l'élu puisse faire plus d'une seule formation, bah, ça peut être une solution. Hein, les classes virtuelles, on arrive à les faire payer, enfin, on arrive à les rentabiliser, j'allais dire, autour de 150, 200 € par stagiaire, par exemple. Donc, il faut qu'on arrive effectivement avec cette facilité, j'allais dire, à proposer à chaque élu avec sa petite enveloppe annuelle de faire par exemple au minimum 2 ou 3 formations en ligne. Il y a déjà des organismes qui proposent avec cette enveloppe de 400 € sorte d'abonnement sur plateforme, voilà, quelques fonds, enfin j'allais dire au fond de catalogue, quoi, ce qui est plus récurrent comme demande. J'aime bien la question de Clarisse, qui est dans tous les cas, les exigences réglementaires applicables à la formation professionnelle s'appliquent à celles spécifiques des élus locaux. C'est-à-dire que, en particulier, l'article 6313-2 concernant la FEST et le distanciel, hein, l'action de formation en situation de travail. Et j'ai envie de dire, puisqu'on est en train de parler de formation à distance, vous avez un article L6313-3-1 du Code du travail qui dit quand une formation est délivrée en tout ou partie à distance, il faut préciser à l'apprenant quelles sont les personnes qui sont en charge de l'assistance technique et de l'assistance pédagogique, premier point. Deuxième point, il faut les informer sur les travaux qu'ils ont à faire entre deux sessions, quelles sont la durée moyenne des travaux et qu'est-ce qu'ils ont à faire à distance. Et puis la troisième chose, c'est quelles sont les évaluations en cours et en fin de formation. Et c'est une obligation d'informer les stagiaires sur ces 3 points-là. Conseil formation service, CFS+, nous avons eu déjà 3 contrôles que je considère comme étant des contrôles qualité d'un OPCO qui nous a 3 fois écrit en nous disant, sans jamais nous citer l'article du Code du travail, en nous disant comment faites-vous pour informer vos stagiaires sur ces 3 points-là. Bien, alors moi, nous avons répondu facilement parce que nous connaissons cet article et que nous intégrons cet article à nos convocations. Alors la question, c'est est-ce que ce genre de choses va s'appliquer aussi aux organismes de formation des élus? Donc on peut l'imaginer, mais pour l'instant, on est resté sur les dispositions qui ont été prises pendant la crise sanitaire et qui visiblement se prolongent. À mon sens, ça ne va pas durer. Et moi, je ne suis pas favorable à ce que ça dure, parce que, encore une fois, quand on a recours à ces plateformes, j'allais dire, spécifiques au e-learning, eh bien, elles intègrent justement ces éléments d'information qui sont nécessaires. Donc, c'est une raison de plus
pour y avoir recours. Donc vraiment, je suis très Oui, attaché voilà, au mais partenariat quand qu'on la a Caisse des mené. dépôts va nous écrire en nous disant, tiens, comment vous faites pour cet article du Code du travail, déjà, est-ce que le Code du travail, sur la question de Clarisse, est-ce que le Code du travail, c'est-à-dire la partie 3 du livre 6 du Code du travail, hein, parce que nos articles, ils commencent tous par 63, comme c'est bizarre. 63, partie 3 du livre 6 du Code du travail. C'est la partie formation professionnelle. Est-ce que cette partie 3 du livre 6 du Code du travail s'applique à la formation des élus? Voilà, je pense que juridiquement, non, puisque les élus ne sont pas considérés comme des salariés, puisque leur rémunération n'est pas la rémunération d'un travail, mais c'est l'indemnité d'une fonction. Donc, les élus ont gardé normalement cette spécificité-là. Après, est-ce que ces dispositions seront transposées dans le droit à la formation des élus locaux? C'est la tendance, je veux dire. Effectivement, parce on va dans ce sens-là. En même temps, si on exige que les organismes de formation pratiquant de la formation auprès des élus locaux disposent d'un numéro de déclaration d'activité, en tant qu'organisme de formation ayant un NDA, ils ont l'obligation de respecter les obligations de la formation professionnelle. Donc c'est un peu… progressivement, je pense qu'on va y arriver, et c'est une bonne chose. Hein. Il faut bien sûr aller dans ce sens-là, et encore une fois, c'est encore mieux quand on a une plateforme qui intègre toutes ces dispositions-là, parce que voilà, au moins on a je dirais, ces infos par défaut, alors que je sache sur les plateformes de visioconférence, de visiophonie, on n'a pas bien sûr ces infos, sauf si l'organisme les prévoit évidemment. Merci Steve pour cette assistance formidable à notre webinaire, de nous donner… alors si c'est bien notre ami Steve qui est à l'île de la Réunion, vous allez pouvoir vous rencontrer, Pascal, on se connaît avec Steve, si c'est bien le même Steve évidemment, ce qui va peut-être me confirmer j'arrive dans quelques semaines dans le chat. Voilà. On identifie en effet des URL, des SASU, des SAS, des SARL, des associations, des universités, etc. C'est formidable comme interaction avec le public. Alors, on va dire un mot des CAUE, parce qu'il faut expliquer tous les termes. Les CAUE, ce sont les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et il se trouve que dans leur fonction, et j'allais dire c'est même dans la loi qui les a créés, ils conseillent les maires sur l'urbanisme et l'environnement. Donc, ils ont une mission de service public, et pour l'accomplir, le droit à la formation des élus a intégré le fait que les CAUE puissent être éligibles. Donc, on a pratiquement, je crois que c'est à peu près la totalité des CAUE qui sont aujourd'hui organismes de formation agréés pour la formation des élus dans chaque département. On a également, vous connaissez tous sans doute l'Association des maires de France. L'Association des maires de France a des associations départementales qui, pour certaines, pas toutes, ont demandé l'agrément. Et donc c'est très logique, de la même manière qu'on a d'autres associations d'élus plus thématiques, centrées, je sais pas, sur les petites villes, les villes moyennes, ou thématiques, je sais pas, les villes de banlieue, etc., les villes de montagne. Eh bien, chacune de ces associations, la plupart du temps, a demandé l'agrément pour la formation des élus locaux et délivre des formations également dans son champ d'action. Et les organismes des partis politiques, ça perdure? Alors, ça perdure, bien sûr, parce qu'il y a des associations d'élus, donc selon les sensibilités, qui développent des formations. Ça continue. Ce qui est nouveau, sans doute, ça apparaît ici, c'est les universités, mais aussi les AFPA, qui sont maintenant qui ont demandé des agréments. Hein. Tiens, Jean-Marie Marx, qui vient de prendre la direction de l'AFPA. Voilà, moi je connais bien l'AFPA de Poitou-Charentes qui a son agrément aujourd'hui. On a déjà coopéré, on se connaît bien. C'est vrai que tout ça fait que le champ des organismes agréés est quand même relativement large. Et effectivement, il y a des EURL, il y a des SASU, donc des sociétés unipersonnelles qui réussissent à avoir l'agrément. C'est tout à fait possible. Bon, après, il y a aussi, je le précise, parce que là, on a sans doute beaucoup de formateurs qui sont à l'écoute. On a bien sûr, nous, on est aussi peut-être possiblement la plateforme d'atterrissage de formateurs qui voudraient rejoindre une équipe, un réseau. C'est tout à fait, j'allais dire, c'est tout à fait le rôle, le cas, le travail de gestion locale que d'offrir un petit peu cette possibilité pour des gens qui se trouveraient un peu isolés ou qui ont un champ peut-être de compétences très précis, mais voilà, qui
ont des difficultés à se développer sur ce champ, de rejoindre une équipe et de bénéficier aussi de notre ancienneté, de notre implantation, notre connaissance aussi de toutes ces particularités. Donc vous êtes les bienvenus. Une seconde, je réponds à... Alors il faut noter donc, le numéro de l'article du Code du travail, D6313-3-1. Ça, c'est sur ce que vous devez faire lors d'une formation en tout ou partie à distance. Alors, les chambres de commerce et d'industrie, la question est posée par Fabienne. À ma connaissance, il n'y a pas de chambres de commerce qui ont demandé l'agrément formation des élus locaux. Bon, ça pourrait être le cas, peut-être pour des formations liées au développement économique. Mais bon, voilà. Les chambres de métiers et de l'artisanat, peut-être, non? Pour le moment, je ne pense pas. CMA, je n'ai pas relu la liste dans les dernières semaines, mais jusqu'à présent, non, en 2021, en tout cas, il n'y avait pas de chambre consulaire qui avait obtenu l'agrément. Alors, il nous reste 25 minutes à peu près, mais on peut s'arrêter quand on veut. Mais la dernière partie, justement, tu as commencé de l'aborder un petit peu, c'est moi, je suis formateur indépendant. J'ai besoin d'avoir Calliope, c'est obligatoire. Si et seulement si, je commence à travailler non plus en sous-traitance, mais que j'ai des clients en direct qui demandent que la formation que je leur délivre soit financée. Dans ce cas-là, j'ai besoin de Calliope. Maintenant, il y a 75 000 formateurs indépendants, il y en a beaucoup qui ne font que de la sous-traitance. Et dans ce cas-là, Calliope n'est pas une obligation. Et si des organismes de formation exigent que leur sous-traitant soit Calliope, pourquoi pas? Mais ce n'est pas parce que le sous-traitant va être Calliope que le donneur d'ordre va avoir la garantie que le sous-traitant va bien respecter le Calliope du donneur d'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça ne va pas exonérer dans le Calliope du donneur d'ordre de vérifier qu'il vérifie bien, qu'il vérifie. Ça ne suffit pas pour le Calliope du donneur d'ordre de dire mon sous-traitant est Calliope, donc tout va bien. Non, non, non. Ce n'est pas parce qu'il est sous-traitant Calliopisé que j'ai la garantie qu'il va respecter tout ce qui se passe quand il travaille pour moi. Donc, bon, je passe sur le sujet. Mais on a quand même un bon nombre, autour de 70 000, 75 000 indépendants qui travaillent beaucoup en sous-traitance. Et je pense que là, il y a pour eux, avec 550 000 personnes à former, des organismes de formation, parce que quand même, c'est une ouverture, cette réforme. Avant, la formation des élus, on n'en parlait pas. Enfin, moi, je connaissais. Encore une fois, elle était vraiment très dominée par les organismes liés aux partis politiques. Voilà, c'était dominé par le politique. Contrainte aussi par le financement direct de la collectivité, donc par l'autorisation, quelque sorte de la validation que le maire ou le président de la collectivité faisait porter un peu sur chaque élu. Donc aujourd'hui, c'est le marché, j'allais dire, il est potentiellement plus ouvert. Néanmoins, comme pour les salariés, l'accès à ce droit reste encore relativement limité. Donc il y a peu d'élus qui profitent de ce nouveau droit. Selon les rapports d'activité, on était entre 2-3% et 7-8% les bonnes années. Donc, vous voyez, c'est très, très peu. C'est fou. Donc, on a un énorme marché qui peut s'ouvrir, qui est compliqué à aborder, qui c'est pour moi un petit peu encore plus compliqué par le fait qu'on ait cette plateforme qui soit l'unique moyen de s'inscrire. Ça, c'est quand même une vraie difficulté. Et puis que cette information circule finalement assez peu. Et vous avez vu les difficultés qu'on a, rien que pour donner une adresse d'un site internet, il faut quand même aller chercher le bon URL qui fait quand même une quinzaine de lignes. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment, pour se former aujourd'hui pour un élu local, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc on a un travail à faire et ce travail, je pense effectivement, passe aussi par une bonne irrigation du territoire national, par une bonne irrigation aussi de formateurs qui sont dans différents champs de compétences et qui vont avoir des réseaux spécifiques. On a un formateur qui est un spécialiste du handicap, on a un formateur qui est spécialiste par exemple de la désertification des centres-villes, de la revitalisation des centres-villes, c'est Magali. Oui. Voilà, on a des gens comme ça qui sont hyper pointus dans leur secteur, qui vont pouvoir monter, aider des élus à monter des dossiers de subvention, à trouver des astuces, des moyens de faire avancer leur projet. Et donc ça, c'est effectivement très important. Alors oui, je connais bien
la CCI du Cher, pas tout à fait. C'est une association qui est liée à la CCI du Cher qu'on nous cite, hein, que Steve et Karine nous citent, mais voilà, ça n'est pas la chambre de commerce en tant que telle. Bon, mais on connaît Solène, on a travaillé avec Solène. On a déjà travaillé avec Solène, qui est une association en 1901, donc tout ce qui est plus classique, qui effectivement est dans des locaux de la chambre de commerce et qui est liée un peu à la chambre de commerce du Cher, mais ce n'est pas la chambre de commerce en tant que telle qui est la grande. Alors voilà comment, en tout cas, nos amis formateurs indépendants peuvent aussi trouver avec gestion locale, puis peut-être avec d'autres, l'occasion de proposer leurs services, dès lors qu'effectivement ça peut intéresser le champ des élus locaux. Hein. Je pense, parce que je connais bien la gestion locale et je fais partie, j'en fais un peu moins partie aujourd'hui, des experts de gestion locale intervenant comme formateur, hein, pour le compte de gestion locale. Et c'est effectivement très intéressant. Et moi, les quelques formations que j'ai pu faire étaient toujours avec des élus. C'est un champ d'intervention qui est vraiment très riche et très intéressant. Oui, alors c'est là qu'il faut peut-être, pour les dernières minutes qu'on a passées ensemble, d'abord vous dire qu'on est tout à fait à l'écoute des offres des formateurs, essentiellement donc, dans le champ bien sûr de compétences des élus locaux, mais éventuellement aussi sur la question du bilan de compétences. On est en train de regarder ça pour notamment les élus qui sont en fin de mandat ou qui n'ont pas envie de se représenter. Voilà, on peut imaginer, par exemple, qu'un certain nombre de députés qui ne le seront plus à la fin juin vont revenir dans leur commune et voilà, s'ils sont élus municipaux, ils vont se poser la question de savoir comment ils se reclassent dans la vie civile et professionnelle. Donc, on a un sujet reclassement qui est évidemment devant nous. On a donc tous ces champs de compétences liés aux compétences des élus. J'en ai cité quelques-unes, mais elles sont assez larges, assez vastes, aussi bien sur les compétences transversales que sur les compétences spécifiques. Et puis, j'allais dire effectivement, l'intérêt de la formation des élus locaux, peut-être par rapport aux salariés, c'est que les élus sont des gens comme vous et moi, et comme les autres. Ils ont parfois un travail, ils ont une famille à concilier avec leur mandat. Et donc, c'est intéressant aussi qu'on ait des formateurs qui, j'allais dire, sont un peu à cheval sur tout ça. Et nous, on a beaucoup de formateurs aujourd'hui qui sont très spécifiquement en collectivité territoriale. Il pourrait être intéressant qu'on ait aussi des formateurs qui ont un vrai passé, parcours dans la formation professionnelle des adultes et qui, en plus, ont une connaissance des collectivités locales. Donc, si je dois définir, moi, le profil des formateurs qui seraient peut-être les plus recherchés aujourd'hui chez nous, c'est ce profil-là, des gens qui sont à la fois des bons connaisseurs des collectivités locales, mais qui ont aussi une approche de salarié, puisque on va être amené, on le pressent de plus en plus, à aider des élus à concilier un peu tout ça, à passer de la fonction d'élu à une fonction de non-élu, de salarié ou autre, voilà, ou de revenir après à un parcours de salarié dans la fonction d'élu. Vous savez, la politique, ça va, ça vient. C'est un mandat, on est élu, le mandat d'après, on est battu. À un moment donné, on a la majorité dans l'opposition. Donc, il faut s'adapter à tous ces temps de la vie de l'élu. Et on voudrait, nous, c'est vraiment notre état d'esprit, surtout après 32 ans d'existence, d'accompagner des élus sur des parcours complets. On a des élus qui nous ont connus il y a 30 ans, qui sont encore dans notre champ, j'allais dire, parce que parfois, il y a des élus qui ont 30, 40 ans de vie politique. Eh bien, voilà, on est fait un peu pour eux. On aimerait d'ailleurs progressivement, dans le droit individuel à la formation, on se bat un peu pour ça. Moi, je suis de ceux vraiment qui sont convaincus qu'il faudrait arriver à ce qu'on accompagne des parcours et plus seulement une formation annuelle. Je suis vraiment désolé, je trouve triste qu'il n'y ait plus de possibilité de cumuler d'une année sur l'autre, parce que avec la question du cumul, on pouvait quand même imaginer des parcours avec des temps forts, des temps faibles. Voilà. On peut imaginer, par exemple, que l'année dernière, avec la crise Covid, les élus avaient autre chose à faire que de se former. Donc c'est dommage que ils ont encore jusqu'à fin juillet pour profiter de la première enveloppe des 400 €. Et on sait très bien que les 4 ou 5 premiers mois, commercialement y compris pour nous, ça a été le cas. Il était difficile pour eux de s'inscrire, il était difficile pour nous de faire des formations autres que distancielles.
Bon, ben, c'est vrai qu'il y a un sujet autour de ça et on aimerait beaucoup que, je sais pas, enfin, que le législateur, la Caisse des dépôts, enfin, qu'on s'organise ensemble, proposer sur la durée du mandat un parcours. Ça veut dire quoi un parcours? Ça veut dire qu'un conseiller municipal puisse se spécialiser sur un sujet, une thématique, pendant une moitié du mandat, par exemple, puis ensuite envisager d'être adjoint dans le mandat suivant. S'il est dans l'opposition, qu'il puisse envisager d'être dans la majorité, en capacité de prendre des responsabilités plus importantes. S'il est conseiller municipal délégué, qu'il puisse devenir adjoint au maire dans le mandat d'après, que les premiers adjoints puissent devenir maire. Vous voyez, il y a toute cette logique du parcours, un peu de la carrière politique, qu'il faudra accompagner et que pour le moment, on accompagne, mais assez mal, en bricolant d'une année sur l'autre des programmes pour faire progresser certaines personnalités sur lesquelles nous, on mise. Parce qu'on pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes élus, dans les trentenaires par exemple, qui vont faire un parcours avec nous. Et c'est très porteur, c'est très important pour nous qu'on puisse les accompagner. Encore faut-il que la législation voilà, et l'environnement, l'écosystème nous le permettent. J'ai retrouvé le compte dont je parlais tout à l'heure, qui est mon compte activité. C'est mon compte activité qui vient alimenter mon compte CPF en réalité. Donc ma question tout à l'heure était, est-ce que ce que je fais en tant qu'élu ne vient pas alimenter mon compte activité? Alors, je pense que oui. Voilà, pareil, là aussi. Parce que ce que je fais au sein de l'association Loi 1901, ce que je fais en tant que bénévole vient alimenter mon compte activité qui vient alimenter mon CPF. Donc voilà, c'était ça la question que je voulais poser. Ça, c'est très important. Voilà, normalement, bien sûr, c'est le projet, j'allais dire global. Hein. Toujours pareil, avec simplement le fait que techniquement, il faut que ça suive sur les différentes plateformes. Oui. Mais l'esprit est bien là. Il faut effectivement que l'expérience d'élu soit mieux reconnue. Là aussi, pareil, on peut élargir le champ. Tous les élus locaux ont cette difficulté après une expérience d'élu dans le retour à l'emploi. Donc, il faut évidemment les accompagner mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Le statut d'élu n'est pas suffisamment protecteur. Hein. Il est assez protecteur pour les élus nationaux, les sénateurs. Eux ont en général des dispositifs qui leur permettent un retour progressif vers l'emploi. Pour des élus locaux, c'est compliqué. Un élu local, souvent pendant son mandat, même s'il ne s'est pas mis totalement à disposition de la collectivité, il a souvent pris, il a, on va dire, sacrifié un peu sa carrière professionnelle. Il a dû prendre des jours de congé, il a dû prendre des heures de RTT, il a dû demander à son employeur des autorisations d'absence, etc., qui l'ont sans doute ralenti dans son parcours professionnel, dans sa carrière professionnelle. Et donc, on a cette difficulté aujourd'hui qu'il faudrait absolument compenser, de faire en sorte que, néanmoins, cette expérience d'élu soit mieux valorisée dans les parcours professionnels des élus qui reviennent à l'emploi. C'est un vrai sujet, en effet. Des dernières questions, peut-être? Alors, dernière question. Steve selon la Caisse des dépôts qui pilote le CPF dans lequel les actifs ont mobilité leurs droits. 85 000 demandes de financement de bilan de compétences par le biais du CPF ont été validées en augmentation. Au moins 100 000 pourraient être validées d'ici la fin 2002. Il faut quand même, j'ai une discussion avec la Caisse des dépôts aussi, là, d'aller regarder un petit peu sur le code 202 du bilan de compétences. Le type d'exagération qu'il y a eu, comme avec le code 203. On a l'exemple d'un pâtissier dans une région qui dit « Oh ben moi, je forme des jeunes à la pâtisserie, puis je fais financer ça par le bilan de compétences. » Ah bon, comment fais-tu? Oh ben, je leur fais un bilan de compétences au début sur ce qu'ils savent en pâtisserie. Bon, évidemment, s'ils continuent à faire ça, ça ne va pas durer longtemps parce que ce n'est pas ça un bilan de compétences. Hein. C'est une utilisation abusive du code 202. Donc voilà, il y aura un certain nettoyage qui va se faire aussi sur ce code, même si c'était quand même moins visible et moins fort que sur le code 203. Est-ce que le fait que le DIF ne soit pas cumulable d'une année à l'autre serait opposable au législateur pour apporter une modification du DIF afin d'être vraiment au plus proche de l'esprit de la réforme de 2018 visant à élaborer un parcours de formation en fonction d'un objectif professionnel. Oui, le statut de non-salarié des élus les empêche là aussi
une vraie transposition des exigences de la formation professionnelle vers la formation des élus. Écoutez, rendez-vous dans un an. C'est la logique, mais voilà, ça va être porté par exemple, la nouvelle première ministre qui était jusqu'à présent ministre du Travail. Voilà une bonne question. Voilà une bonne question. Pour le nouveau gouvernement qui va se mettre en place, effectivement. Voilà. Ben, écoutez, ça nous amène à la transition vers notre dernière diapositive qui va être, alors si j'arrive pas. Oui, là, on est sur notre petite page de publicité pour gestion locale, oui. Avec notre bilan du travail de 2021. Je voulais en profiter d'ailleurs pour remercier l'équipe de Michel Beaujard qui nous a accompagnés pour Calliope. Oui. Voilà, on n'a pas encore fêté ça complètement ensemble, là, donc j'ai prévu à Michel de lui ramener quelques bouteilles à boire avec modération. Là, c'est les bourguignons qui parlent. Et aujourd'hui, voilà, là, on est vraiment dans la période où tous les formateurs donc, sont en train de récupérer leur numéro d'activité pour qu'on ait vraiment voilà, un organisme qui soit, je veux dire, totalement conforme à la législation. On va donc sans doute aussi aller vers des certifications, donc l'histoire n'est pas finie pour gestion locale, loin de là. Oui, on va accompagner gestion locale pour Calliope, cette fois-ci catégorie bilan de compétences. Parce qu'effectivement, gestion locale a un intérêt dans les bilans de compétences des élus, etc. Donc les praticiens en bilan de compétences pourront être tout à fait sous-traitants en tant que praticiens en bilan de compétences pour gestion locale. Mais comme c'est gestion locale qui encaisse l'argent du bilan de compétences par la Caisse des dépôts et consignations, c'est bien gestion locale qui doit être certifiée Calliope dans la catégorie bilan de compétences. Voilà, c'est la logique du système. Alors, je vous disais, la liaison avec notre dernière diapositive, c'est que on est là dans je m'amuse avec ça, mais je dis, nous avons une chaîne de webinaires qui s'appelle Qualité et formation professionnelle, et comme toute bonne chaîne, on doit faire une série. Voilà. Donc, vous êtes dans la saison 1 de la série vers une nouvelle société de compétences. Et puis la saison 2, on la démarrera en septembre. Et puis, vers une nouvelle société de compétences, ça m'étonnerait que ça s'arrête là. C'est-à-dire que la loi du 5 septembre 2018, elle a deux parties. C'est la partie 1, formation professionnelle, la partie 2, assurance chômage. C'est la partie 1, vers une nouvelle société de compétences. Je ne pense pas qu'on reviendra en arrière sur ce titre-là. Et donc, pour moi, c'est un titre qui est très porteur et très… voilà. Et donc, je te remercie beaucoup, Pascal, pour ton apport. Et c'est un peu… je tenais à ce que dans cette saison 1 de cette série, on parle de la formation des élus, que pas beaucoup de gens connaissent et qui en même temps est un vrai besoin parce que moi, j'imaginais que si seul… J'avais entendu le rapport du Sénat de 2013, je crois, qui disait que seuls 2 ou 3% des budgets des élus étaient utilisés. Et moi, je pensais que le passage par le DIF allait améliorer ça. Si ce n'est pas le cas, c'est inquiétant. Un petit peu, mais pas, un petit peu, pas de manière si violente que ça. Voilà. C'est aussi parce que moi, j'identifiais cette difficulté-là, que si je suis élu dans une municipalité, le fait que je vais partir en formation, ça va faire l'objet d'une délibération en conseil municipal. Oui, alors donc c'est le cas pour quand on puise dans les crédits de la collectivité. Voilà. Ça n'est pas le cas quand on utilise son DIF. Voilà. Mais avant, c'était obligatoirement. Avant, déjà, le DIF est un progrès parce que moi, je pensais que devoir avoir une délibération du conseil municipal était un frein aussi à demander, parce que, vous voyez, hein, ils sont arrivés, ils sont à peine élus, qu'il faut qu'ils aillent se former à la capitale régionale ou à la capitale nationale, vous voyez, c'est tous les mêmes, etc. Donc, moi, voilà, je sais que j'ai un droit à la formation, mais je ne vais pas l'utiliser pour éviter les rumeurs, etc. Vous voyez, dans des petites villes, c'est évident. Hein. Alors, le fait qu'on ait déconnecté ça et qu'on puisse se demander directement comme un type CPF, c'est quand même une bonne chose. Ça a été vraiment un grand progrès. C'est un grand progrès. Voilà, il y a eu des abus et donc il a fallu mettre de l'ordre. La réforme qui a été faite par ordonnance l'an dernier était très comptable. Donc, malheureusement, voilà, ça a été remis en ordre par un verrouillage financier plus qu'autre chose.
on aurait aimé qu'on ait une construction de parcours, enfin qu'on en profite pour progresser encore dans ce droit. Bon, c'est les années à venir qui vont nous dire si ce sera le cas. Oui, et gestion locale est en discussion avec le pouvoir public sur tout ça, j'imagine. Donc, c'est faut pas désespérer puisque les choses ont Voilà, donc il évolué. faudra qu'on mette dans la discussion la Fédération nationale des organismes de formation d'élus locaux, la FNOFEL, qui s'est constituée donc il y a Monsieur Boujard, si vous m'entendez, veuillez activer votre micro et votre caméra, s'il vous plaît. Ah, pardon, voilà, vous m'excusez, je vais déconnecter. Voilà, alors attendez. Hop. On est en train donc de vous donner les coordonnées de la FNOFEL, voilà, qui est la Fédération nationale des organismes de formation des élus locaux. Merci Aïcha. Shaima, pardon. Les organismes de formation des élus locaux. De formation des élus locaux. Voilà. Bon, vous chercherez sur Internet et vous trouverez. C'est là un site, mais voilà, il y a une fédération qui s'est constituée il y a 2 ans et qui est l'interlocuteur des pouvoirs publics aujourd'hui sur le sujet. Voilà. Alors, juste pour terminer, donc notre dernière page, nos prochains webinaires de la série vers une nouvelle société de compétences. Le 2 juin, vers donc le réseau Transition Pro et les certifications CLEA, avec Philippe Debrune, qui est vice-président de Certif Pro, qui est la tête de réseau de Transition Pro, et puis Max Roche, qui est également président. C'est un webinaire qui devait avoir lieu en avril et qu'on a reporté au mois de juin parce qu'on a eu des difficultés d'organisation. Voilà, mais enfin, bon, vous voyez, il y a 990 inscrits. Ça va être un webinaire important sur Transition Pro. Hein. Voilà. Ensuite, le 23 juin, avec Sabrina Dougados, qui est avocate au cabinet Fromont-Briance. Et avec Sabrina, nous allons faire le point et le droit dans tout ça. Hein, c'est-à-dire que c'est bien cette réforme, on fait un peu un bilan juridique de la réforme du 5 septembre 2018, parce que c'est intéressant d'avoir un avis d'experts juridiques sur la réforme et sur les perspectives, parce que je pense que Sabrina a quelques idées là-dessus, et on pourra parler avec Sabrina justement de la question de la formation des élus. Et on va clore cette saison 1 de la série vers une nouvelle société de compétences avec notre rendez-vous annuel avec Stéphane Rémy, qui est le sous-directeur de la formation et du contrôle de la formation au ministère du Travail, à la DGESP, hein, Délégation générale à la formation professionnelle. Et Stéphane nous fait le plaisir et l'honneur de venir nous voir chaque année au mois de juin, juillet, pour l'anniversaire de Calliope, hein, l'anniversaire du référentiel national qualité qui fonde Calliope. Donc on a fait ça pour le premier anniversaire, on a fait ça l'année dernière pour l'anniversaire, le deuxième anniversaire, et on va faire un bilan maintenant au bout de 3 ans sur cette certification. Et là encore avec Stéphane, on va pouvoir essayer de se projeter un petit peu dans l'avenir de ce qu'on peut prévoir pour la saison 2 de notre série vers une nouvelle société de compétences. Puisqu'il y aura une saison 2, bien évidemment. Voilà, il nous reste à vous remercier. Vous avez nos coordonnées sur la dernière page. Et puis, je vous donne rendez-vous le 2 juin. Merci de votre présence. Merci à tous, Clarisse, Stéphanie, Anne-Bé, Steve surtout, qui nous a beaucoup alimenté d'informations. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.